Bienvenue dans ce cours SU7 sur l'utilisation de l'application mobile OpenClinic. Et en fait, on peut utiliser un téléphone mobile pour accéder à l'application OpenClinic, tout comme on peut utiliser un PC portable ou une tablette ou un ordinateur de bureau. Il faut quand même bien se rendre compte que l'application OpenClinic ne tourne pas sur le téléphone mobile ou sur la tablette Android, mais tourne toujours sur un serveur central. On utilise seulement le téléphone ou la tablette pour accéder à l'application. Et on va y accéder exactement de la même façon que pour accéder à l'application OpenClinic à partir d'un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau. Ça veut dire qu'on va aller dans le navigateur, et donc ici je peux aller dans le navigateur Chrome ou Google de mon téléphone mobile, et je vais simplement saisir l'adresse ou l'URL de mon application OpenClinic. Donc ici, je prends l'adresse IP avec OpenClinic. Donc dans un hôpital, typiquement, ça va être 10.0.0.1/OpenClinic. Ici, dans mon environnement de démonstration, ça va être cette adresse IP OpenClinic. Et donc si je me connecte, en fait, OpenClinic va automatiquement détecter que je suis en train de travailler avec un appareil avec un tout petit écran. Et donc l'interface, l'accès à l'application va être automatiquement différent de ce qu'on reçoit normalement sur un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable. Je peux me loguer avec le même compte que dans l'OpenClinic normal. Bon, ici je l'avais déjà sauvegardé. Et je vais d'emblée avoir un menu qui est évidemment différent de ce qu'on a sur la version desktop, mais un menu réduit qui va me donner accès à un certain nombre de fonctionnalités qui peuvent être pertinentes dans le cadre de la prise en charge d'un patient avec ou en utilisant un équipement mobile. Et le premier accès qui va nous intéresser ici, c'est l'accès au dossier patient. Les autres fonctionnalités, on va les parcourir un peu plus tard. Et donc on voit ici le troisième menu qui est le menu Chercher patient. Avec ce menu, quand je clique dessus, je vais avoir la possibilité d'aller chercher un patient soit sur base de son ID individuel, son numéro de carte d'identité, le nom et le prénom, la date de naissance qui peut être saisie à travers un calendrier. On essaye toujours de limiter le nombre de caractères qu'on doit taper dans cette interface. Donc l'interface a été conçue pour que on puisse rapidement saisir des données, ou bien je peux par exemple chercher tous les patients qui se trouvent dans un certain département de mon hôpital. Donc ça, c'est éventuellement une possibilité. Si je ne cherche aucun patient, donc je peux prendre ici, je vais dire voilà tous les patients qui sont en consultation générale, je cherche et là le système me dit ah ben j'ai aucun patient qui se trouve en consultation générale. Mais si je vais chercher tous les patients dont le nom contient test, je vais pouvoir chercher et donc je vais avoir tous les tests qui correspondent à mon critère de recherche. Tout comme dans l'application OpenClinic desktop ou PC portable, les dossiers récents, donc ça veut dire les dossiers qui ont été consultés dans les 7 derniers jours, et donc c'est seulement le top 20, donc les 20 derniers dossiers des 7 derniers jours, vont apparaître ici en dessous. Donc je vais voir la liste des dossiers que j'ai récemment consultés. Si je veux ouvrir un dossier, je clique sur son nom. Si je veux modifier le contenu d'un dossier, donc c'est seulement un contenu administratif limité,
je clique ici sur le crayon avec la page ici à côté. Donc quand je clique sur ça, je vais avoir une petite fenêtre où je vais pouvoir modifier certaines données. Supposons que ici j'ai dit voilà, le sexe c'est un homme, je vais sauvegarder cette information pour mon patient en question. Et donc là je peux de nouveau aller à la recherche. Si je veux sélectionner le patient, pour travailler avec ce patient, je vais simplement pouvoir cliquer sur son nom et le dossier du patient va être ouvert. Alors, dans ce dossier de patient, je vais avoir différents menus qui peuvent être activés. Je vois ici que le premier menu, Contact actif, est marqué en gris. Ça veut dire que actuellement, je n'ai pas de contact actif pour le patient en question. Si je veux ajouter un contact actif, je peux quand même cliquer sur ce menu et je vais avoir la possibilité d'enregistrer un nouveau contact pour le patient en question. Pour cela, je vais en fait choisir d'abord le type de contact. Donc je dis par exemple qu'il s'agit d'une consultation. Une fois que j'ai choisi ça, je vais pouvoir choisir aussi le service dans lequel le patient va aller en consultation. Donc je sélectionne ici et donc je vais avoir la liste ici des services qui acceptent des consultations. Donc je peux prendre ici par exemple consultation médecine générale, la date de début, d'où vient le patient, donc par exemple référé par un centre de santé, et c'est quelqu'un qui vient du district sanitaire qui est servi par ma structure de soins. Si je veux sauvegarder ces données, je clique ici sur la disquette ou l'icône à côté de nouveau contact. Quand je clique là-dessus, le nouveau contact est enregistré et je vois que maintenant le menu contact actif a été activé. Si maintenant je vais cliquer sur ce menu contact actif, je vais avoir les données du contact actif actuel. Il est à noter que cette consultation ou ce contact actif ne pourra pas être clôturé à partir de cette interface mobile. Donc ça, c'est quelque chose qu'on saura seulement faire à partir de l'interface de bureau, donc sur un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau. D'ailleurs, pour la sortie, pour enregistrer la sortie d'un patient, soit d'hospitalisation, soit de consultation, ça se fait d'habitude à un endroit, évidemment, où un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau sont disponibles. Alors, pour retourner au dossier du patient, je clique sur le petit bonhomme. Donc ça, c'est un bonhomme avec un bras cassé dans le plâtre. Donc, je vais cliquer là-dessus. Et à partir de ce dossier, je vais maintenant pouvoir accéder aussi aux autres menus. Un deuxième menu, ce sont les données administratives. Et donc là, je peux consulter les données administratives. De même ici, je ne sais pas les modifier, mais je sais les consulter. Et je vais voir, entre autres, que je n'ai pas seulement les données administratives de base, mais également les données sur la couverture assurance maladie pour le patient en question. Donc avec l'assureur, ici c'est MFP, le numéro d'assurance, l'adhérent qui donne droit à cette assurance et le plan de couverture, donc quel est le pourcentage de couverture pour le patient en question. Donc ça vient évidemment du dossier qui a été enregistré dans la fiche du patient. Je retourne de nouveau dans le dossier. Et le troisième menu concerne les signes vitaux du patient. Quand je clique sur ce menu, je vais voir par défaut les signes vitaux qui ont été enregistrés, les derniers signes vitaux qui ont été enregistrés dans les dernières 24 heures. Donc ici, il n'y a rien. Ça veut dire que ou bien les signes vitaux qui se trouvent encore là dans le dossier datent de plus de 24 heures, ou bien on n'a jamais enregistré de signes vitaux.
Si je veux enregistrer des nouveaux signes vitaux, et donc là c'est quelque chose qui est souvent utilisé avec l'interface mobile, on peut dans un service d'urgence ou de triage ou n'importe où dans l'hospitalisation pour faire le suivi des patients, je vais pouvoir avec un téléphone mobile simplement sélectionner le patient, enregistrer les signes vitaux, je les sauvegarde et ça entre dans le dossier du patient sans devoir utiliser un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau. Donc ici, c'est également prévu qu'on ne va pas devoir taper des chiffres ou des lettres. Donc tous ces signes vitaux, je peux simplement sélectionner une valeur qui est déjà préconfigurée. Voilà. Pour la fréquence cardiaque ici, je vais prendre une fréquence, et donc ça ne revient pas, c'est pas très important si c'est 72 ou si c'est 73, donc c'est par 5 que ça monte. Je peux indiquer si c'est régulier ou irrégulier. La fréquence respiratoire, donc je dis par exemple ici 6 par minute, et également régulier ou irrégulier. La tension artérielle, donc là d'abord la tension systolique, je mets quelque chose, et la tension diastolique, et on remplit également une valeur. Et puis la saturation en oxygène, donc là je vais pouvoir un pourcentage ici dans la liste à sélectionner, donc par exemple 98%. Si j'ai mes valeurs, je peux sauvegarder ici en cliquant également sur la petite disquette. Et donc maintenant, j'ai les valeurs des derniers signes vitaux dans les dernières 24 heures qui sont affichés ici. Donc ça permet d'un côté de suivre les derniers signes vitaux du patient, mais d'un autre côté aussi de les enregistrer si on fait le suivi des patients, par exemple en hospitalisation ou au niveau du triage ou d'une salle d'urgence. Je retourne dans mon dossier du patient. Le quatrième menu gère les données de vaccination. Et donc là, si je vais ouvrir le menu de vaccination, je clique dessus, je vais voir les vaccins qui ont déjà été donnés aux patients. Et je vois également les vaccins qui sont marqués en vert. Ce sont des vaccins pour lesquels la prochaine vaccination est encore dans l'avenir, dans le futur. Ça veut dire que l'état de vaccination est actuellement en ordre. Ça, c'est la partie consultation des vaccinations avec l'enregistrement, donc ici la partie inférieure, avec l'enregistrement de vaccination, je vais pouvoir ajouter des nouveaux vaccins que je donne aux patients. Donc là, c'est par exemple quelque chose que je peux utiliser quand on est dans un bureau où on fait les vaccinations, simplement chercher le dossier du patient et je vais pouvoir, avec un téléphone mobile, facilement ajouter un vaccin que j'ai donné. Donc je peux choisir un vaccin, je prends par exemple ici un vaccin pour hépatite B. Bon, le système trouve que il n'y a aucun vaccin qui a été enregistré jusque-là pour l'hépatite B, donc d'emblée c'est le premier vaccin, et il va enregistrer, donc je peux dire à quelle date j'ai donné ce vaccin. Par défaut, c'est ici la date d'aujourd'hui, mais si je dis ok, non, je l'ai donné le dimanche, je peux alors choisir cette date et j'enregistre la vaccination de nouveau avec la petite disquette. Et donc j'ai une nouvelle vaccination qui s'ajoute ici et où le système va m'indiquer que j'ai le prochain vaccin à donner le 20 juin 2023. Évidemment, si le prochain vaccin est arrivé, donc le patient vient pour son prochain vaccin, si je vais aller choisir ici hépatite B par exemple, le système va me dire que mais ce sera le deuxième vaccin parce que j'ai déjà un premier vaccin qui a été enregistré dans le dossier du patient. Ok, je retourne dans le dossier. Alors, le cinquième menu ici, ce sont les résultats laboratoires. Donc là, je vais pouvoir consulter les résultats laboratoires du patient. Quand je clique là-dessus, je vois ici les différentes demandes laboratoires qui ont été saisies pour un patient. Et si je veux connaître le contenu, je vais cliquer sur une demande laboratoire. Par exemple, si je vais cliquer ici,
je vais voir les différents résultats pour les différentes analyses qui ont été enregistrées dans le système. Et les valeurs qui sont aberrantes, les valeurs qui sont en dehors des limites de la normale, sont indiquées en gras et en rouge. Comme ça, on peut les voir très facilement. Si je veux retourner à la liste des examens laboratoires, je vais cliquer ici sur l'icône pour le laboratoire. Si je veux carrément retourner dans le dossier du patient, je clique sur l'icône du patient. Donc je vais retourner ici dans la liste des examens laboratoires. Ici, on a également la possibilité d'enregistrer une demande laboratoire. Donc je ne vais pas pouvoir encoder les résultats, mais je peux enregistrer une demande. C'est quelque chose qui se fait également dans les services d'urgence, dans les services de triage, ou même pendant un tour de salle où on décide d'ajouter une demande laboratoire. Et donc, je peux faire un tour de salle avec un téléphone et puis décider d'ajouter une demande laboratoire. Je clique pour cela ici sur la page blanche. Et là, je vais avoir la possibilité de sélectionner des analyses qui ont été configurées sur la liste rapide des examens laboratoires. Donc ça, c'est important. Je ne peux pas aller sélectionner des analyses de façon aléatoire dans toute la liste d'analyses disponibles, mais l'interface ici me présente seulement la liste rapide d'encodage des analyses laboratoires. Et donc on a intérêt évidemment d'avoir configuré la liste rapide des analyses laboratoires. Donc là, si je veux par exemple faire une demande de NFS, je coche ici NFS et je vais cliquer sur la petite disquette. Et là, j'ai une nouvelle demande d'analyse laboratoire qui a été saisie. Donc quand je clique dessus, je vais voir la liste de toutes les analyses qui ont été demandées dans le cadre de la NFS. Mais évidemment, je n'ai pas encore de résultats, donc je vais devoir attendre le laboratoire pour saisir les résultats dans cette demande. Une fois que le labo aura saisi les résultats dans la demande, ces résultats vont également apparaître ici dans mon interface. Mais donc pour le laboratoire lui-même, on n'a pas prévu d'interface téléphone mobile pour saisir les résultats. Parce que d'habitude, dans le laboratoire, on aura également accès à un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau pour saisir les résultats, ou même encore plus, il y a parfois des interfaces avec les analyseurs de laboratoire, des automates qui peuvent injecter automatiquement les résultats dans le dossier du patient. Alors ici, je vais retourner au dossier du patient, donc je clique sur le bonhomme et je passe au menu suivant. Et ce prochain menu me permettra d'accéder aux prescriptions de médicaments. Donc je clique dessus. Et ici, j'ai la possibilité d'activer ou de consulter d'abord la liste des médicaments qui ont été prescrits. Et bon, ici, elle est vide. Et j'ai également la possibilité d'ajouter des nouvelles prescriptions. Donc, par exemple, pour un patient qui est hospitalisé, je fais mon tour de salle avec mon téléphone. Je vois la liste des médicaments active. Et puis, je vais pouvoir modifier cette liste, ajouter par exemple une prescription. Donc, je vais ici sur la page blanche pour ajouter une prescription. Supposons que j'ai ici un produit que je veux ajouter. Donc, je fais par exemple amoxicilline. Et donc, je vais prendre la première amoxicilline ici, donc la comprimée d'amoxicilline. Je choisis. Je dis, bon, on va prendre 3 comprimés par jour. Et ça, c'est la date de début. Et je vais prescrire pour jusqu'au 26. Je peux même ajouter ici le schéma. Donc, je dis, voilà, à 8 heures, un comprimé. Par exemple, à midi, encore un comprimé. Et éventuellement, voilà, à 16 heures, encore un comprimé. Ça, c'est un schéma que je pourrais utiliser. Et donc, je clique sur la petite disquette. Et donc, cette prescription-là
est actuellement enregistré dans le système. Quand je clique dessus, je peux de nouveau consulter le détail de la prescription. Si je veux retourner à la liste des médicaments, je clique ici sur le petit pot de médicaments. Alors, si à un certain moment, dans un autre tour de salle, je vois que je veux remplacer, par exemple, un produit par un autre, la seule chose que je vais devoir faire, je vais arrêter cette prescription. Je clique sur le petit croix. Est-ce que vous voulez arrêter la prescription? Oui, je veux arrêter. Et donc, je vais remplacer par une nouvelle prescription où le produit, je vais par exemple mettre l'érythromycine et je prends les comprimés de 500 mg. Et là, j'ai dit aussi, voilà, 3 comprimés par jour, également jusqu'au 26. Ok, je mets ça et puis je peux ou je ne dois pas, hein, donc mais je peux mettre un schéma, par exemple ici à 9h, à 14h et encore à 18h un comprimé et je sauvegarde la prescription. Et comme ça, on peut mettre facilement à jour les prescriptions pour les patients pendant le tour de salle. Donc ça, c'est quand même une facilité qu'on peut avoir. Alors, on retourne dans le dossier du patient. Et puis, on a le prochain menu qui est l'imagerie médicale. Alors, quand je clique sur l'icône de l'imagerie médicale, je peux éventuellement voir ici la liste des images qui ont déjà été prises pour le patient en question. Et donc, si je veux consulter cette image, je clique simplement dessus et le système va me fournir une représentation JPEG. Mais évidemment, ça dépendra de la résolution de mon écran, la qualité de l'image. Et s'il s'agit de plusieurs images qui sont contenues dans un fichier, je vais pouvoir bouger ici avec les flèches, je vais pouvoir parcourir les différentes images, par exemple un scanner, donc je vais pouvoir parcourir les différentes coupes du scanner sur mon téléphone. Si je veux retourner, je clique ici sur la flèche retour. Je ne sais évidemment pas enregistrer de nouvelles images dans le dossier du patient avec cette interface mobile. Et puis, le dernier menu l'avant-dernier menu pour le dossier du patient, c'est le menu qui me donne accès à la liste d'examens. Donc, ça ne fait pas grand-chose, en fait. Donc, quand je clique là-dessus, j'ai simplement toute la liste de tous les examens qui ont été, ou les documents cliniques qui ont été enregistrés dans le dossier du patient. Mais je ne sais pas voir le contenu. Ça, c'est quelque chose qui sera encore élaboré plus tard dans la version OpenClinic. C'est que petit à petit, pour chaque type de document, on va essayer de présenter également une version mobile pour l'affichage du contenu de chaque examen. Mais ici, je sais seulement quel type d'examen a eu lieu. C'est souvent utile aussi pendant les tours de salle. Est-ce que la demande laboratoire a déjà été faite? Est-ce que le patient a eu son vaccin? Est-ce que les signes vitaux ont été pris par le personnel infirmier? Et donc là, je vais chaque fois pouvoir consulter, enfin, ou au moins voir que l'enregistrement de ces données a eu lieu. Alors, le dernier menu pour le patient, ce sont en fait les stratégies plein traitement. Donc, si je vais accéder ici aux SPT, je vais pouvoir parcourir les différentes stratégies plein traitement à travers mon interface mobile. Et donc, par défaut, les données du patient, donc l'âge et le sexe du patient, vont être présélectionnés. Et donc, je vais avoir seulement les plaintes principales ou les plaintes d'entrée pour le patient en question que je vais pouvoir choisir. Donc, par exemple, s'il s'agit ici d'une ictère, le système va me poser les différentes questions tout en m'avertissant que je dois penser à ces pathologies-là si quelqu'un se présente avec une ictère.
Est-ce qu'il y a une suspicion d'intoxication? J'ai dit non. Est-ce qu'il y a une masse hépatique? Non, il n'y a pas de masse hépatique. Est-ce que le patient a de la fièvre? Je dis oui. Et donc là, le système m'indique aussi ici sur mon téléphone que je dois consulter la fiche technique pour le paludisme et que je dois commencer avec une prescription de tel médicament. Si je veux voir la fiche de technique du paludisme, également sur mon téléphone, je vais pouvoir cliquer sur le lien et sur le téléphone, ça va également m'ouvrir la fiche technique que je peux alors agrandir pour aller consulter le contenu de cette fiche. Voilà, je vais retourner ici vers mon menu. Ok, voilà, c'est comme ça, voilà. Et là, ça clôture les menus pour le dossier du patient. Et donc, je peux retourner au menu principal en cliquant sur cette petite maison qui est le bouton Home. Quand nous nous trouvons dans le menu principal de l'interface mobile, à part le menu pour le dossier patient, on a encore une série d'autres menus qu'on va pouvoir utiliser. On a les triages actifs, les accouchements actifs, les SPT, l'ichérésie, raisonnement clinique. Et puis, bon, ça c'est quelques menus qui sont très simples. Retourner à l'interface du bureau, déconnecter le système ou même arrêter le système, qui sont seulement d'application dans donc le dernier arrêt du système dans les centres de santé pour un utilisateur qui est autorisé. Commençons avec l'accouchement ou les accouchements actifs. Si je clique sur ce menu, je vais pouvoir suivre les accouchements actifs dans mon hôpital ou dans mon centre de santé. Pour l'instant, cette liste est vide. Mais si jamais je vais ici changer d'interface, je vais aller dans l'interface du bureau. Supposons que j'ai un patient qui est entré et pour lequel je vais enregistrer un accouchement. Et donc, je vais ici dans les pages ou dans le menu pour ajouter un document clinique. Je vais aller dans la maternité et j'ai par exemple ici un accouchement modèle MSPLS que je veux ajouter. Et là, je vais dire, bon, le travail a commencé aujourd'hui à 21 h. Voilà. Et puis, je peux remplir plein de données, mais donc, ce n'est pas vraiment nécessaire. Une fois que j'ai une fiche d'accouchement et je la sauvegarde, peu importe avec quelles données, mais qu'au moins la date de début du travail a été indiquée, donc la fiche est là. À ce moment-là, quand je retourne dans mon interface pour les accouchements actifs, quand je vais rafraîchir, je vois que le patient qui est en train d'accoucher est déjà sur la liste. Et je vois également la durée de l'accouchement actuellement. Donc le travail a commencé il y a 2 h et 10 minutes. Si je veux enregistrer des informations pour ce patient qui est en train d'accoucher sur mon téléphone mobile, et donc évidemment ça c'est surtout utilisé pour faire le suivi du patient pendant que le patient est en travail, je clique sur le nom et je vais avoir la possibilité d'ajouter un nombre d'informations qui sont pertinentes pour le suivi d'un patient en train d'accoucher et qui vont être injectées évidemment dans le partogramme du patient. Et donc je peux avoir par exemple ici la fréquence cardiaque fœtale, je peux indiquer la dilatation. Je ne dois pas mettre tout, hein, donc je peux marquer les paramètres que j'ai à marquer. Combien de contractions est-ce qu'il y a déjà par 10 minutes? Je mets par exemple une contraction. Est-ce que j'ai donné de l'oxytocine? Oui, bon voilà, on a donné 5 unités, le nombre de gouttes par minute.
Est-ce que j'ai donné des médicaments? Quand je clique là-dessus, j'ai quelques médicaments qui sont pertinents dans le cadre d'un accouchement. Je peux dire, voilà, ok, j'ai encore donné du Buscopan, la fréquence cardiaque de la maman, voilà, je marque ça aussi, et ainsi de suite. La tension artérielle, voilà, je vais peut-être marquer ça également ici, je mets 120 sur 80, ce qui est tout à fait normal, et il n'y a pas de fièvre, je mets la température. Donc j'ai les différents paramètres pour le partogramme et je les sauvegarde. Et voilà, je peux alors passer à la prochaine patiente dans la liste, parce que si j'ai plusieurs patients qui sont en train d'accoucher, je peux passer d'un patient à l'autre simplement avec mon téléphone, et chaque fois je sélectionne le patient pour faire le prochain enregistrement des données. Avec la petite flèche ici, j'ai éventuellement la possibilité d'ajuster un peu le temps. Mais donc ça permet de sauter par minute, et donc je vais pouvoir peut-être faire un enregistrement d'il y a quelques minutes, mais ça va être très difficile de dire, voilà, je vais faire un enregistrement d'il y a 4 heures, ce qui se fait malheureusement encore trop souvent pour les accouchements. Les partogrammes sont dessinés en fait après l'accouchement, et pas pendant l'accouchement. Mais donc une interface mobile comme celle-ci va permettre d'enregistrer les données pour le partogramme en temps réel et donc de faire le suivi du patient. Si je retourne dans l'interface maintenant, l'interface de bureau de mon patient, si je vais ouvrir le dossier d'accouchement, je vais effectivement voir que dans le partogramme, les données que j'ai enregistrées, donc je le vois ici, là je vois le Buscopan, je vois ici la dilatation, je vois également l'oxytocine qui a été donnée, le nombre de gouttes, etc. Donc les paramètres que je viens d'enregistrer sur le partogramme sont effectivement enregistrés ici dans mon dossier du patient. Alors, le menu suivant dans notre interface de base, donc la page d'accueil. SPT, on l'a déjà vu dans le cadre du dossier patient. Mais Ikerezy, pour Ikerezy, il y a pour la partie raisonnement clinique, il y a également une interface simplifié pour le panorama qui a été intégré dans le téléphone mobile. Donc ça veut dire que je vais pouvoir consulter le module Ikerezy également dans mon téléphone mobile. Et donc quand je clique sur ce menu, je vais pouvoir choisir ici quel est l'âge de mon patient. Donc c'est la version panorama, donc c'est seulement Ikerezy panorama qui est inclus. Je peux dire, est-ce qu'il s'agit d'un adulte, d'un enfant? Bon, je prends par exemple ici un enfant. Le sexe du patient. Est-ce que le début des plaintes est aigu ou est-ce que c'est chronique ou subaigu? Et puis, je vais choisir les plaintes. Donc, j'ai par exemple ici des plaintes. Je vais dire qu'il y a des convulsions. Et j'ai également un problème de, par exemple, ictère. Ça devrait être dedans aussi. Ouais, le menu ici, voilà, ictère. Donc j'ai convulsion avec ictère. Si je veux faire le calcul panorama, je vais cliquer ici sur le petit chapeau. Et le système va me dire, il faut penser dans ces cas-là, avec coma et ictère, à la malaria pernicieuse. Si je veux savoir ce que je peux encore explorer comme signes ou symptômes supplémentaires, je clique sur la maladie ici, et il va me donner la liste des différents paramètres. Sous le plus, ce sont en fait les symptômes ou les signes qui, s'ils sont présents, qui vont m'aider à confirmer le diagnostic. Ce qui est ici à droite, c'est si les signes sont absents, ce que ça va avoir comme pouvoir pour exclure le diagnostic. Et donc, le plus élevé les valeurs,
le plus foncé la couleur va être. Je vois ici qu'une goutte épaisse pour Plasmodium falciparum qui est très positive, évidemment ce serait un signe positif, c'est un signe qui va me permettre de confirmer le diagnostic. Ici, c'est différent de l'interface sur ordinateur de bureau ou ordinateur portable. Je ne sais pas aller sélectionner ou activer ou désactiver l'un ou l'autre signe ou symptôme. Donc ce n'est qu'une aide pour le clinicien pour savoir en ordre décroissante d'importance quels sont les signes et les symptômes que je devrais encore explorer pour pouvoir confirmer ou exclure la pathologie en question. Et donc ici avec la flèche, je vais simplement retourner à mon menu Echiresie. Si je veux retourner au début dans le menu Echiresie, je clique ici sur le petit chapeau dans la titre et je peux faire une nouvelle recherche. Pour retourner au menu principal, je clique de nouveau sur la maison, donc ce qui est le bouton Home. Et on est arrivé au dernier menu, c'est le premier menu que j'ai ici. En fait, je peux là consulter les triages actifs. C'est quoi les triages actifs? En fait, ce sont les documents, parce que c'est plutôt les triages des patients, c'est le triage pédiatrique ici dans notre cas. Les patients pour lesquels on a enregistré un formulaire de triage pédiatrique. Et donc, pour rappel, si je suis dans mon interface de bureau et que je vois pour un patient ici que j'ai enregistré un triage pédiatrique, je vois que j'ai une fiche que j'ai enregistrée pour ce patient, je peux aller regarder et je vois que comme il y a un stridor intense, c'est un patient qui a été défini comme priorité 2. Et quand je vais consulter dans phase 3, je vois que pour cette priorité-là, on devrait avoir un temps d'attente maximal de 15 minutes. Donc, toutes les 15 minutes, on devrait voir le patient et prendre au moins les signes vitaux pour faire le suivi de l'état de santé de ce patient. Alors, ça, c'est dans l'interface bureau, mais quand je regarde ça dans l'interface mobile, je vais pouvoir cliquer ici sur triage actif. Et là, je vais voir qu'il y a un patient, et donc vous avez peut-être entendu aussi le bip, il y a un patient pour lequel on a activé un triage et pour lequel on a dépassé la limite de temps pour faire l'enregistrement des signes vitaux. Donc, le système va automatiquement me donner une alerte. Et donc, si c'est quelqu'un qui est dans le département de triage qui a ce genre de module, il va pouvoir simplement laisser son téléphone ouvert et le téléphone va avertir automatiquement pour quel patient je dois aller enregistrer des données de triage. Donc, je peux entrer dans le dossier et je vais pouvoir enregistrer ici les nouveaux données de signes vitaux. Je dis par exemple ici j'ai 35.6, le pouls est encore élevé, mais il est régulier, fréquence respiratoire trop rapide, qui est même irrégulière, et j'ai une saturation en oxygène qui est par exemple de 92%. Et je sauvegarde. Comme j'ai pris maintenant les signes vitaux pour le patient en question, le système va me permettre de nouveau d'entrer dans les triages, mais je vois que pour le patient en question, je ne dois plus faire pour l'instant l'enregistrement des signes vitaux. C'est de nouveau devenu bleu. Et le système va rafraîchir l'écran toutes les 5 ou 10 secondes et il va voir combien de temps est passé depuis les derniers signes vitaux. Et une fois qu'on va de nouveau pour la priorité de dépasser les 15 minutes,
ça va devenir rouge encore et ça va de nouveau faire sonner une alerte. Et donc comme ça, je peux avoir un aide pour savoir pour quel patient je devrais faire quoi dans un environnement qui est souvent stressant et où il peut y avoir un afflux de patients, où c'est plus difficile d'organiser les différentes tâches. Ici, ça va me faciliter d'organiser mes activités. Et avec ça, on a fait le tour du système en ce qui concerne l'interface mobile pour OpenClinic. Je peux encore me déconnecter, simplement cliquer ici sur déconnecter et je reviens de nouveau au menu de démarrage.